La procréation médicalement assistée. La procréation médicalement assistée, ou PMA, rassemble plusieurs techniques qui peuvent être utilisées pour donner un support à la reproduction. On pensera rapidement aux couples qui sont infertiles. C'est en effet les premiers clients pour ce genre de traitement. Les problèmes de fertilité peuvent être de causes nombreuses et variées, autant du côté de la femme que de l'homme. L'âge est une source importante de problèmes de fertilité. On sait qu'à partir de 40 ans chez la femme et de 45 ans chez l'homme, on observe des baisses marquées de la quantité et de la qualité des gamètes produites. Des problèmes hormonaux peuvent également expliquer les infertilités féminines. En effet, si les taux d'hormones sexuelles sont en quantité insuffisante ou sécrétés de manière irrégulière, on peut avoir du mal à produire des ovules de bonne qualité. Les femmes peuvent également présenter des problèmes anatomiques. Les trompes de Fallope peuvent être bouchées, empêchant la fécondation. L'utérus peut ne pas s'épaissir de la bonne façon, entraînant ainsi une difficulté de l'implantation de l'embryon. La qualité du sperme est souvent la principale cause d'infertilité masculine. Soit le corps n'en produit pas suffisamment, ou il produit des spermatozoïdes de forme anormale ou à la mobilité réduite. Les couples infertiles ne sont pas les seuls bénéficiaires de la PMA. De plus en plus de couples de femmes et de femmes célibataires se tournent vers les cliniques de fertilité pour réaliser leur rêve de maternité. Quelles sont les techniques? Il existe 3 principales techniques de PMA qui vont du moins invasif au plus invasif. Chaque technique aura des utilisations particulières et on passera souvent par 2 ou 3 de ces techniques avant de réussir à concevoir un enfant, selon les situations. La stimulation hormonale. La stimulation hormonale est utilisée en première ligne pour traiter l'infertilité. On pourra choisir cette option pour débuter les traitements puisque cette technique est peu invasive. Elle se présente sous forme de comprimés oraux ou d'injections sous-cutanées. Sur le marché, il y a plusieurs molécules qui sont utilisées pour la stimulation hormonale. Le groupe des gonadotropines est le plus courant. Il mime soit l'utilisation des bêta-HCG, communément appelée l'hormone de grossesse, ou la FSH. Dans les 2 cas, les médicaments stimulent la maturation de l'ovule et l'ovulation. Ovidrel, Gonalef, Recovel sont des exemples. La stimulation hormonale peut être plutôt un support à la maturation de l'utérus, en mimant plutôt la progestérone. C'est le cas du prométhium. Dans le cas de stimulation ovarienne, il s'accompagne d'un suivi échographique pour s'assurer du bon fonctionnement de la stimulation. On va vérifier quelques jours avant la date prévue de l'ovulation la taille des ovules et le nombre de ceux-ci. Dans les cliniques de fertilité, il y a des standards quant à la taille et au nombre d'ovules matures. On dira qu'un ovule est mature s'il est à 18 mm de diamètre. On ne procédera pas à des étapes subséquentes si la femme présente plus de 4 ovules matures durant le cycle pour éviter les grossesses multiples qui sont plus risquées. L'insémination artificielle. L'insémination artificielle est en général la 2e étape dans le traitement de la fertilité. Elle consiste à injecter directement dans l'utérus des spermatozoïdes. Ainsi, les petits nageurs ont moins d'obstacles à franchir pour atteindre l'ovule. On utilisera alors soit le sperme du futur père, s'il est de bonne qualité, ou on optera pour le don de sperme. Dans le cas d'un sperme de moins bonne qualité, ou lors de l'utilisation par des femmes célibataires ou des couples de femmes. Le sperme subit un lavage. On va sélectionner les spermatozoïdes les plus mobiles pour augmenter les chances de succès, qui se situent entre 15 et 20% pour cette technique. La fécondation in vitro. La fécondation in vitro est la dernière étape du processus de PMA. C'est une technique plus invasive qui demande plusieurs mois de préparation, contrairement aux autres. Elle se déroule en 6 étapes. Étape 1, la stimulation ovarienne. Pour maximiser les chances de succès, on veut prélever le maximum d'ovules chez la future maman ou chez la donneuse. On va donc procéder à une stimulation ovarienne telle que décrit plus tôt. Étape 2, déclenchement de l'ovulation. Lorsqu'on a atteint un nombre acceptable d'ovules matures, on va procéder au déclenchement de l'ovulation pour pouvoir procéder au prélèvement des ovules. Étape 3, le prélèvement d'ovules. 35 heures après l'induction de l'ovulation, on va procéder à la ponction des ovules sous guidage échographique endovaginal. Une aiguille fine est introduite à travers le guide de la paroi vaginale, puis vers l'ovaire. Les follicules sont aspirés un à un. Le liquide folliculaire contenant l'ovule est aspiré également et collecté dans un tube. Rapidement, il est analysé par les embryologistes qui vont déterminer le nombre d'ovules récoltés. On récupère en moyenne 8 à 10 ovules lors de l'intervention. Étape 4, le recueil et la préparation du sperme. En parallèle de la ponction des ovules, on procédera à la récolte du sperme.
Comme dans l'insémination artificielle, il subira un traitement pour concentrer au maximum les spermatozoïdes à la plus grande mobilité. On pourra aussi aller prélever les spermatozoïdes directement dans les testicules ou dans l'épididyme lorsque l'éjaculation est problématique. Étape 5. La fécondation. Pour cette étape, il existe 2 alternatives. La première, dite classique, consiste à laisser la nature faire son travail, c'est-à-dire qu'on met en contact les gamètes mâles et femelles dans un milieu nutritif et on espère que la fécondation se fera. On laissera les cellules en contact pendant environ 20 heures. La deuxième technique consiste à forcer la fécondation en injectant directement un spermatozoïde dans l'ovule. On parlera alors d'une fécondation in vitro par micro-injection. Étant donné que les 2 gamètes vont entrer directement en contact, on parle d'un développement embryonnaire dans environ 70% des cas. Étape 6, le développement et le transfert d'embryons. On laisse ensuite les potentiels embryons se développer en laboratoire, où les premiers stades de développement vont s'effectuer. On parle alors de quelques divisions cellulaires. 3 à 6 jours après la fécondation, l'embryon est replacé dans l'utérus de la femme. On parle du transfert de l'embryon. L'embryon pourra alors effectuer sa nidification dans l'utérus. On note un succès de 20 à 25% pour cette technique. La petite histoire de la PMA. La procréation assistée est présente depuis longtemps dans le domaine animal. Les premières inséminations artificielles ont eu lieu dans les élevages d'animaux dans les années 1500. En 1790, le médecin écossais John Hunter a procédé à la première insémination artificielle chez une femme qui a résulté d'un bébé viable. Cette technique s'est peaufinée au cours des siècles et en 1969, avec l'apparition des hormones gonadotropines de synthèse, on a vu augmenter les succès de la technique. Entre-temps, les études sur la fécondation in vitro se sont déroulées et en 1934, un premier lapin est né suite à une fécondation in vitro. Et ce sera en 1978 que le premier bébé, Louise Brown, naît suite à l'utilisation de la technique en Angleterre. En résumé, la PMA regroupe un ensemble de techniques pour aider les personnes à avoir des enfants. Elle est utilisée par les couples infertiles, les couples de femmes et les femmes célibataires. Il existe 3 grands niveaux d'assistance. La stimulation hormonale en première ligne, vient ensuite l'insémination artificielle et dans certains cas, on aura recours à la fécondation in vitro. Dans tous les cas, il est possible d'utiliser des dons de sperme, des dons d'ovules ou des dons d'embryons pour arriver à concrétiser le projet.